Donc, bienvenue à la 16e édition des ANED. Je suis Lisa de Paoli et je serai l'animatrice pour cette conférence qui touche au thème de vivre mieux avec moins. Comme vous le savez, les ANED l'école est engagée dans une démarche RSE depuis plusieurs années et les ANED font partie des rendez-vous incontournables en termes de développement durable de TBS. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter Barbara Nicoloso, directrice de Virage Énergie et auteure du petit traité de sobriété énergétique. Elle est également administratrice d'Enercoupe Hauts-de-France et chargée de cours à l'Université du Littoral, Côte d'Opale et Sciences Po Lille. Elle sera accompagnée pour cette conférence de Philippe Labourdette. Donc, après avoir fait des études de sciences économiques et marketing, anciennement ingénieur convergence auprès des entreprises chez Orange, il a créé Capcabane en 2007. En baignant dans un environnement plutôt conscient des problèmes environnementaux et sociétaux, il a décidé d'expliquer à sa mesure qu'il pouvait être possible de vivre plus respectueusement de la nature et de l'homme sans revenir à l'époque de la bougie. Donc avant de vous passer la parole, je vous rappelle que la conférence se déroule en 2 temps, 45 minutes d'intervention puis 15 minutes de questions que vous pouvez poser soit via le chat pour les étudiants à distance, soit en direct pour les personnes dans la salle. Donc Barbara Nicoloso, je vous laisse la parole. Merci Lisa. Donc bonjour à toutes et tous. Donc je suis Barbara Nicoloso, je suis directrice d'une association qui s'appelle Virage Énergie, qui est basée à Lille dans les Hauts-de-France et qui travaille sur les questions de transition énergétique et de lutte contre le changement climatique. Donc on accompagne notamment des collectivités à la prise en compte de ces enjeux dans leur stratégie et on fait également de l'éducation populaire à destination des citoyens et en particulier des jeunes sur ces questions. Alors moi aujourd'hui, je vais vous parler de la sobriété énergétique, de la façon dont l'énergie est vraiment le moteur qui fait fonctionner nos sociétés. Donc sur ce graphique qui représente en fait la consommation d'énergie depuis la moitié du 19e siècle, donc depuis la deuxième révolution industrielle jusqu'aux années 2000, on se rend bien compte qu'il y a une explosion de nos consommations énergétiques qui ont été multipliées par 6. On s'est mis massivement à consommer des énergies fossiles, donc du charbon, du gaz, du pétrole, qui, comme vous le savez, puisque vous avez suivi la fresque du climat, sont responsables du dérèglement climatique, notamment par l'émission des gaz à effet de serre qui sont liés à la combustion de ces ressources. Ces ressources fossiles, elles nous ont permis de développer des innovations, d'améliorer notre qualité de vie, notre confort. Voilà, on a développé massivement la voiture, des moyens de communication comme le téléphone, comme la télévision, comme Internet, le développement de l'aviation civile également, et puis aujourd'hui le développement du numérique. Et ce modèle-là de développement repose justement sur ces ressources qui sont aujourd'hui responsables du dérèglement climatique. Il n'y a pas que le dérèglement climatique depuis le début du XXe siècle et surtout depuis la Seconde Guerre mondiale. On a toute une série de variables à l'échelle mondiale qui augmentent la population. On est passé au début du XXe siècle à 1,6 milliard d'habitants sur cette planète. Aujourd'hui, on a 7,6 milliards. Donc en un peu plus d'un siècle, on a multiplié par 7 la population mondiale. On a un PIB aussi qui a explosé, de plus en plus de création de richesses. Le tourisme international aussi dans les années 50, avec notamment l'avènement de l'aviation civile, de plus en plus d'utilisation de l'eau, de fertilisants, de terres exploitées. On pourrait avoir comme ça des dizaines et des dizaines de variables qui sont à la hausse et qui constituent toute une série de facteurs de pression sur nos écosystèmes, avec des conséquences du coup environnementales qui sont assez importantes. Vous connaissez le changement climatique, l'élévation de la température, il y en a d'autres. Il y a les pertes des forêts tropicales, il y a la perte de la biodiversité, il y a les pertes de sols arables, de sols sur lesquels on peut faire pousser des productions alimentaires. Et donc aujourd'hui, on est face à une crise environnementale qui est globale et qui est également une crise sociale, puisque nous ne sommes pas tous égaux face à l'environnement. Certains pays sont plus impactés que d'autres par le dérèglement climatique et par ces impacts environnementaux. Et donc, il y a un véritable enjeu aussi à ce qu'on traite la question environnementale en même temps que cette question sociale. Rapidement, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous devez bien commencer à connaître ces graphiques. Donc, objectif à l'heure actuelle de la communauté internationale de limiter le dérèglement climatique à plus 1,5 degré à l'horizon 2050.
La dernière COP26 montre quand même que voilà, on est plutôt sur une tendance à plus de degrés à la moitié du siècle. Et à l'heure actuelle, les pays qui ont signé l'accord de Paris en 2015, qui ne le respectent pas, en tout cas ne respectent pas les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, nous mènent tout droit vers une fin du siècle à plus 3, voire plus 4 degrés. Et plus 3, plus 4 degrés à la fin du siècle sur cette planète, ça veut dire une remise en cause totale de l'existence de notre espèce et de la vie sur Terre. Donc il y a un véritable enjeu à agir très rapidement et à modifier nos modes de vie pour arriver à préserver une qualité de vie sur cette planète. Très rapidement aussi, donc, on a des accords internationaux qui nous donnent des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il a fallu traduire ces engagements internationaux à l'échelle nationale. Donc, en France, on s'est doté de ce qu'on appelle la stratégie nationale bas carbone, qui en fait va définir des quotas d'émissions de gaz à effet de serre à ne pas dépasser année après année. Donc, on réfléchit en budget carbone sur des périodes de 4 ans. Et donc là, pour le coup, vous voyez une courbe qui descend parce qu'il faut qu'on réduise drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre. À l'échelle d'un Français, ça veut dire diviser par 5 nos émissions. Vous l'avez vu tout à l'heure, à l'heure actuelle, l'empreinte carbone moyenne d'un Français est de 10 tonnes par an. Il faudrait qu'on soit à 2 tonnes à l'horizon 2050, ce qui veut dire radicalement modifier la façon dont on vit. Alors, si je reviens sur la question d'énergétique, donc comment on peut faire cette réduction des émissions de gaz à effet de serre, comment on peut faire cette transition énergétique, donc cette sortie des énergies fossiles qui sont responsables du dérèglement climatique. Ça passe par trois étapes. Donc, il y a une association en France qui s'appelle l'association Négawatt qui a beaucoup théorisé les moyens d'arriver à mener la transition énergétique. Il y a un premier pilier qui est celui de la sobriété, donc c'est comment on interroge nos besoins en énergie. On se pose la question de pourquoi on consomme de l'énergie et comment on peut réduire ces consommations par des changements de comportement individuels et collectifs. Il y a une deuxième dimension qui est celle de l'efficacité énergétique. Donc là, c'est comment on réduit nos consommations par une amélioration de la technique. Et puis enfin, le développement des énergies renouvelables pour répondre aux besoins énergétiques qu'on n'aura pas réussi à réduire. Donc ces trois étapes sont extrêmement importantes. Aujourd'hui, je vais principalement me pencher sur la question de la sobriété, donc sur vraiment la question des usages, des besoins, ce que nous, en tant qu'individus et en tant que société, on a besoin comme énergie pour se déplacer, se chauffer, se nourrir, se divertir, pour tous nos besoins fondamentaux. Et c'est important en fait de se poser la question de ce qui est vraiment vital, essentiel, indispensable, et de faire le parallèle avec peut-être des besoins qui ont été notamment générés ces dernières décennies par la société de consommation, qui sont des besoins artificiels. Qui sont des besoins qui, à l'heure actuelle, sont extravagants et voire même nuisibles d'un point de vue environnemental et d'un point de vue social. Donc, il y a un véritable enjeu à se poser cette question-là pour répondre notamment au fait qu'à l'heure actuelle, on vit dans une société d'ébriété énergétique. Donc, je vais faire le parallèle avec une situation d'ébriété alcoolique. Voilà, quand vous êtes alcoolisé ou quand vous êtes alcoolique, vous êtes dépendant à l'alcool, et nous, on est dépendants, nos sociétés sont dépendantes aux énergies fossiles. Et donc, il faut qu'on sorte de cette dépendance, puisqu'elle nous met tout droit dans le mur climatique. Et donc, ça suppose d'entrer en sobriété, donc de rééquilibrer nos consommations pour être sur un juste niveau de consommation qui permet de répondre à nos besoins. Donc, ce que vous voyez à l'écran, cette salle de sport américaine dans laquelle on accède en escalator, ce qu'on appelle une aberration énergétique, et on en voit tous les jours partout autour de nous. Je peux prendre un autre exemple qui est celui des écrans publicitaires numériques. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'électricité pour faire fonctionner ces écrans pour avoir de la publicité ? Il y en a d'autres, je prends l'exemple du Qatar qui climatise ses rues, voilà, des aberrations comme ça, il y en a plein. Et donc là, l'enjeu, c'est vraiment de sortir de ce régime de sobriété pour également répondre à l'urgence sociale. À l'heure actuelle, il y a une majorité de la population mondiale qui vit dans des situations de précarité. En France, c'est 25% de la population qui est en situation de précarité énergétique, donc qui va dépenser plus de 10% de son revenu mensuel pour se chauffer. Et avec la sobriété, l'idée, c'est vraiment de dire que les personnes qui, à l'heure actuelle, n'arrivent pas à satisfaire leurs besoins fondamentaux puissent accéder à un niveau de confort de vie minimal, mais qu'à l'inverse, les gens qui sont en situation de surconsommation, donc
les plus riches, changent leur comportement pour baisser à la fois leur consommation d'énergie et leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc derrière cette question énergétique, il n'y a pas qu'une question technique, voilà, les renouvelables, le nucléaire. Il y a aussi une question extrêmement politique, extrêmement sociale, qui est celle de la meilleure répartition des ressources entre les habitants de cette planète, tout en réduisant nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, nous, à Virage Énergie, on a essayé de définir ce que pourrait être une société qui se voudrait sobre, voilà, une société qui ne serait plus dans cet état d'ébriété énergétique. Donc, ça passe par 6 leviers. Il y en a un premier qui est de sortir de la surabondance matérielle pour être dans la suffisance matérielle, consommer le juste nécessaire en termes de matières premières, sortir d'un modèle extrêmement centralisé en termes voilà, de production énergétique, de production alimentaire, pour revenir sur une relocalisation des services à l'échelle de territoires plutôt régionaux, plutôt locaux. On interroge aussi la question du travail, du temps de travail. Le fait de travailler en moyenne 35 heures semaine, ça nous impose aussi un cadre qui fait que derrière, on va avoir des comportements plus ou moins énergivores. Ça ne nous permet pas d'avoir du temps pour, par exemple, faire son potager ou pouvoir faire des activités do it yourself, comme faire ses vêtements, ce genre de choses. Donc, on interroge aussi la place du travail, la place de la propriété, avec toutes les questions d'économie de la fonctionnalité, d'économie circulaire. Est-ce qu'on a tous besoin de posséder une perceuse, une ponceuse? Voilà, il y a aussi des questions de mutualisation qui peuvent être intéressantes à explorer. Et puis enfin, les 2 dernières dimensions, qui sont celles du culte de la vitesse. Donc, comment on sort d'une société qui va extrêmement vite parce que les énergies fossiles nous permettent d'aller vite. Et puis le numérique renforce aussi cette vitesse dans nos sociétés qui peut être impactant d'un point de vue de la santé. Et comment on recrée un autre rapport aussi à l'environnement, notamment par l'éducation. Donc, on a identifié toute une série de leviers. Donc, il y en a beaucoup. Voilà, quand on parle d'énergie, on peut parler d'agriculture, on peut parler d'aménagement du territoire, de mobilité, de consommation. Il y a plein de leviers à actionner. Et ce qui est important, c'est que du coup, dans cette transition, il va falloir vraiment aller sur toutes les thématiques et embarquer l'ensemble des acteurs, que ce soit les citoyens, les collectivités ou les entreprises. Et derrière tout ça, il y a plein de gisements d'emplois, de gisements, de construction de filières économiques qui peuvent être intéressants à développer pour justement arriver à un modèle de société qui soit plus sobre. Donc, par exemple, sur l'alimentation, le premier levier actionné, donc celui-là qui est plutôt un levier individuel, c'est celui du régime alimentaire. Vous savez tous que moins vous consommez de protéines animales, donc notamment de viande, moins votre empreinte carbone est importante. Question de modèle agricole, comment on localise, comment on va sur des pratiques plus respectueuses de l'environnement. Sur les questions de consommation, il y a la question de la taille des objets, la question de l'obsolescence programmée aussi, davantage réparer, réutiliser nos appareils électroniques. Dans la mobilité, il y a la question des déplacements. Est-ce qu'on a forcément besoin de systématiquement se déplacer? Est-ce que notamment le recours au télétravail ne peut pas être une solution? La question aussi du report modal, donc le fait de pouvoir facilement passer du vélo au bus, au train, parce qu'il y a des infrastructures qui permettent de garer son vélo et d'être sûr de le retrouver, ou éventuellement de mettre son vélo dans un bus ou dans un tramway. Il y a plein de pays où ça se fait, donc il y a vraiment cette question des infrastructures. Et puis aussi la question de la relocalisation des commerces, des services pour ne pas être systématiquement dépendant de la voiture quand on veut faire quelque chose. Et puis sur la question de l'aménagement du territoire et des habitats, un levier que je pourrais vous présenter, c'est celui du dimensionnement des surfaces. Il y a beaucoup de vacances dans l'habitat et dans les bureaux d'entreprise, notamment en France. C'est à peu près un quart du parc de bureaux d'entreprise qui sont vides. Donc, il y a un véritable enjeu à utiliser ces surfaces pour notamment éviter de construire des nouveaux bâtiments sur notamment des terres agricoles. Donc tout ça, si on actionne tous ces leviers, bien sûr, ça va entraîner une modification profonde de notre société. Et du coup, ça suppose de construire ce projet de société de sobriété de manière démocratique en y associant les citoyens. À l'heure actuelle, en France, il y a assez peu d'instances de démocratie participative et il y en a notamment très peu sur les sujets climatiques et sur les sujets énergétiques. Il y a eu une expérience, il n'y a pas si longtemps que ça, vous en avez sans doute entendu parler, la Convention citoyenne pour le climat. Donc 150 citoyens français ont été tirés au sort et pendant 6 mois ont été accompagnés par
par des experts, par des spécialistes pour comprendre quels sont les enjeux énergétiques et climatiques à l'échelle de la France. Et ils ont émis toute une série de propositions à destination notamment du gouvernement pour mettre en place des politiques de transition et de sobriété. Finalement, les propositions des citoyens ont été très peu reprises par le gouvernement, mais ça a quand même été un exercice démocratique intéressant puisqu'on a demandé leur avis à des citoyens et les propositions ont été plutôt radicales puisque voilà, la sobriété est vraiment apparue comme une priorité. Parmi les propositions qui ont été faites mais qui n'ont pas été retenues, il y a celle de la semaine de 4 jours pour tout le monde, donc on travaillerait 4 jours. Pour avoir notamment une meilleure répartition des emplois et des revenus. Donc voilà, il y a plein de possibilités. Également des démarches locales comme celle des monnaies. Oula, je suis partie beaucoup trop loin. Celle des monnaies locales, si j'y arrive. Hop. Ouais, c'est bon. L'exemple des monnaies locales, donc voilà, la création de monnaie à l'échelle locale qui peut permettre justement de garder la richesse et la valeur monétaire sur un territoire. Donc voilà, c'est une monnaie qui est uniquement utilisable dans certains commerces de proximité. Donc ça permet aussi de réinterroger la question de notre modèle économique et bancaire et de proposer des modèles qui soient davantage démocratiques. Et puis en dessous, vous avez un des exemples, des instances qui sont mises en place en France. Donc ça, c'est la Commission nationale du débat public qui organise ponctuellement des débats sur les questions énergétiques, mais dont on entend très peu parler dans les médias et qui mériterait d'être davantage connus. Donc tout ça pour dire que sur la question de la transition, il y a un véritable enjeu à ce que les citoyens soient impliqués pour que les décisions politiques qui seront prises dans les mois, les années à venir pour effectivement réduire nos émissions de gaz à effet de serre soient acceptées et acceptable pour l'ensemble de la population. Et ceci étant dit, il y a un véritable enjeu en fait, à rendre la sobriété sexy, parce que dans un récit global où on vous dit que pour être heureux, il faut consommer, il faut de la croissance économique, il faut vraiment être dans l'abondance matérielle, la sobriété qui veut moins consommer de ressources, mais permettre une meilleure qualité de vie, elle n'est pas forcément très audible. Du coup, il y a un véritable enjeu à travailler avec des communicants, avec des publicitaires qui maîtrisent aussi les codes de la persuasion et de la communication. Donc ça, c'est un exemple que je voulais vous montrer qu'a fait l'agence Bruxelles Mobilité, donc qui est une agence qui s'occupe des transports en commun à Bruxelles, qui a fait une campagne de pub sur les pieds. Il y a également un spot vidéo qui a été fait, qui est sur YouTube, que vous pouvez facilement retrouver, et qui montre bien aussi à quel point on est sensible aux belles images et puis aux messages qui peuvent être un peu détournés, un peu humoristiques. Et il y a un véritable enjeu parce que ce type de support se démocratise pour que les pratiques de sobriété et de transition se diffusent plus largement au sein de la société française. Pour rappel, plus de 75% des Français dans les sondages d'opinion, notamment menés par l'Agence de la transition écologique, l'ADEME, plus de 75% des Français reconnaissent qu'il faut des changements de mode de vie pour permettre de répondre à l'urgence climatique. Donc il y a un véritable enjeu à ce que cette volonté d'y aller soit aussi se traduise par une évolution des politiques publiques pour permettre de répondre notamment à l'urgence climatique. Voilà, je vous remercie. Bonjour, merci d'être là. Bravo à Barbara, je suis complètement d'accord avec tout ce qu'elle a pu avancer. Mon histoire vient un peu de la rencontre d'un livre qui raconte un petit peu ce qu'elle a raconté, qui s'appelle Le plein s'il vous plaît, de Jean-Marc Jancovici, il y a une quinzaine d'années, qui m'a fait prendre conscience de ce qu'était un verre d'essence. Il vous explique que dans un verre d'essence, vous avez autant d'énergie que dans un cycliste qui monte 4000 mètres d'altitude, ou dans un Sherpa qui monte, pareil, 4000 mètres d'altitude, c'est-à-dire la puissance des jambes. Partant de là, j'ai essayé de comprendre
quelle était la consommation réelle en physique de tous les instruments que j'avais autour de moi. Et donc, on voit assez rapidement qu'un petit robot, c'est 4 cyclistes qui fonctionnent, un aspirateur, on en a une dizaine, etc., etc., et que notre société était complètement dépendante à cette énergie. Vu ce qu'a pu raconter Barbara aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a de moins en moins d'énergie, de par le pétrole, de par le pétrole qui se raréfie d'une part, de par les dégâts qu'il fait par rapport aux émissions de CO2, et de par le coût énergétique, puisqu'un pétrole qui augmente en prix, l'électricité augmentera encore en prix également. Ce qu'il faut bien comprendre également, c'est votre aspirateur, il va consommer 10 cyclistes pour fonctionner, mais il va consommer énormément de cyclistes aussi pour être fabriqué, pour aller chercher le pétrole sous la terre, pour aller fabriquer le métal, pour aller fabriquer tous les matériaux qu'il compose. Et partant de là, je me suis dit qu'on allait un petit peu dans un mur, parce que c'est quand même pratique d'avoir un aspirateur chez soi. Et comment essayer d'inventer une vie qui puisse fonctionner, qui puisse rester agréable sans tous ces avantages-là, ou du moins en préserver une partie. Donc là, on voit un petit peu tous les instruments dont on se sert. On a des robots, des surpuissants, puisque l'énergie nous donne la possibilité de creuser un trou énorme, de se déplacer à 130 km/h, d'émettre du son, de faire tout notre quotidien est lié à cette énergie. Si on raisonne en cyclistes, aujourd'hui, tous, on a 600 cyclistes en permanence à notre disposition. La moyenne mondiale est à 200 cyclistes. Nous, en France, c'est 600 cyclistes tous les jours. Sans eux, on n'a plus rien de tout ce que l'on a autour de nous. Donc, l'idée, c'était comment essayer de fonctionner avec beaucoup moins de cyclistes, c'est-à-dire avec un nombre de cyclistes soutenable. Donc là, c'est un petit peu le même schéma que Barbara, mais qui est repris un petit peu partout. On parle beaucoup de substitution ou de modernité, c'est-à-dire avec l'avancée technologique, on va pouvoir baisser la consommation d'énergie. Quand sont arrivées les grandes villes, c'est-à-dire après la Deuxième Guerre mondiale, les villes sont les systèmes les plus efficaces en énergie, dans le sens où il y a moins de transport pour amener les aliments, il y a besoin de moins de chauffage parce qu'une inertie de la ville, il y a besoin de moins de déplacements. Donc normalement, l'avènement des villes aurait dû amener à une baisse de consommation d'énergie. On voit que ce n'est pas le cas. Ensuite, on nous a parlé de l'avènement des services, c'est-à-dire la fin des systèmes de production, qui devaient également baisser l'énergie. Et non, ça a continué à augmenter. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'énergie renouvelable qui voit le jour petit à petit. Et on voit, donc, ils se retrouvent tout en haut. Et on voit encore une fois qu'elles ne font que s'additionner à l'existant. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à baisser aujourd'hui notre consommation globale. Et le problème, il est là pour vous, pour moi. On est tous dans une économie qui fonctionne sur la croissance du PIB. Vous avez ici la courbe du PIB et la courbe de consommation d'énergie. Donc, si on baisse la consommation d'énergie, on va baisser forcément le PIB. Donc, comment faire pour inventer un monde de demain qui soit soutenable tout en baissant cette énergie? On n'a plus le choix, en fait. Il faut vraiment y passer. Et pour moi, en fait, c'est votre opportunité. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui vais vous expliquer ce que vous allez pouvoir faire demain. Moi, c'est trop tard. Ma génération a été formatée dans certaines choses. Je n'ai pas forcément toutes les idées qui vont pouvoir vous accompagner, vous aider. Par contre, l'idée, c'est d'essayer de vous donner des bagages. Des bagages. L'école également va vous donner des bagages qui vont vous permettre d'inventer le monde de demain. Ça paraît simple, ça, mais en fait, c'est vraiment à vous d'inventer ce monde. Et il y aura beaucoup d'opportunités. Si on parle des réseaux sociaux, par exemple, aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit génial comme système de décroissance, mais les réseaux sociaux n'existaient pas il y a 15 ans. Aujourd'hui, Google est la plus grosse entreprise mondiale avec Amazon. Elle n'existait pas il y a 15-20 ans. Donc, c'est à vous de créer ce monde de demain. Donc, concernant ma partie, qui est le tourisme, j'ai choisi de fabriquer Cap Cabane, donc, en me disant on va consommer 10 fois moins que dans un autre centre de vacances pour les personnes, tant en énergie électrique en général. Donc, on est parti sur l'idée du low-tech.
Qu'est-ce que c'est le low-tech? C'est quelque chose qui est utile, accessible et durable. Le premier terme utile est vraiment important. La réflexion que j'ai eue était, et si l'essence était 10 fois plus chère, est-ce que les outils, ou l'essence ou l'électricité, est-ce que les outils que j'utilise me seraient toujours utiles? Ça me permettait, moi, de modéliser plus simplement un monde de demain sans me dire est-ce que je consomme trop ou pas assez. Je me suis fixé cette barre-là, x10, et j'ai un vieux tracteur, vous verrez plus tard. Quand il m'aide à remonter 2 ou 3 tonnes de bois depuis la forêt pour me chauffer, même si aujourd'hui ça va me coûter 1,50 €, même si ça me coûtait 15 € demain, ce serait quand même vraiment très utile pour moi de ramener 4 tonnes de bois grâce à ce tracteur. Donc partant de là, on arrive à construire des choses qui sont plus résilientes. Donc on parle beaucoup de résilience. Donc la low-tech fait partie de tout ce avec quoi je construis. Donc, on fait le choix de se fournir en local auprès des fermes. On a accompagné la création d'une ferme à côté de chez nous. On a maintenant un petit brasseur qui s'est installé également. C'est-à-dire vraiment arriver à se dire, si l'essence coûtait 10 fois plus cher, est-ce que je pourrais continuer à fonctionner? On a eu la preuve sur le premier confinement où tout s'est arrêté. Mais nous, on avait nos fournisseurs. Le village n'avait plus à manger, mais nos fournisseurs qui étaient à côté ne pouvaient plus vendre puisqu'il n'y avait plus de marché. Et donc, on s'est mis à faire du drive sur Cap-Cabane et on a pu nourrir tout le village. Le monde est venu nous voir. Ça a été assez sympa. Et là, on s'est dit, tiens, on a réussi à inventer un autre monde. Donc là, quand je vous parlais de créativité, donc là, c'est le modèle des cabanes en construction. Aujourd'hui, donc, je propose des vacances où il n'y a pas de télé dans la chambre, il n'y a pas de jacuzzi, il n'y a pas forcément le Wi-Fi partout, il n'y a pas des prises électriques partout. Donc, c'était vraiment revenir en arrière et comment faire pour rendre quand même attractif le système. Donc, c'est là qu'il y a tout un travail de créativité et d'ingénierie. Donc, on avait imaginé une sociologie des vacances. Après, on a fait travailler des architectes. Pour l'histoire, l'architecte, je lui ai demandé de s'inspirer de l'habitat animalier ou de quelque chose qui existait sur le site. Elle a pris la pigne de pin. Et ce qui permet aujourd'hui, sur un modèle de vacances simple, où il y a peu de choses, d'avoir du monde qui vient, et ce, maintenant, depuis 12 ans. Dans la créativité aussi, ça c'est l'architecte qui nous l'avait proposé, c'était des toits en verre, comment faire pour aller regarder les étoiles la nuit, plutôt que de regarder la télé, mais vous êtes avec votre compagne ou vos enfants, ça vous permet d'avoir une autre observation de la nature. Donc là, on retrouve le tracteur, vous voyez, c'est un tracteur de 1963. Donc, je vais vous raconter son utilité. Aujourd'hui, sur ces systèmes-là, chaque réparation me coûte 10 € ou 12 €. C'est quelque chose qui est réparable, accessible. On a perdu aujourd'hui, avec les systèmes techniques, toute accessibilité à la réparation. On jette beaucoup de choses. On parlait tout à l'heure de Linux, par exemple, comme système d'exploitation qui vous permet de réhabiliter de vieux ordinateurs. Donc voilà, c'est essayer de se poser la question de comment on peut continuer à préserver un confort tout en continuant à fonctionner. Donc là, il y a également de la modernité, c'est-à-dire on est sur un système de chauffe-eau solaire. Aujourd'hui, je ne consomme pas d'énergie pour chauffer 50 douches par jour. Il y a de la créativité, de l'imaginaire, voilà, vraiment de la modernité, mais c'est quand même simple et réparable. Là, ici, on est sur un système de phytoépuration, c'est-à-dire on utilise l'eau que l'on chauffe donc, grâce au soleil, et cette eau ensuite est nettoyée par les plantes, par différents bassins de gravier. Et l'idée, on est en train de mettre en place derrière ça, c'est-à-dire qu'on ressort avec une eau qui est propre, et on a un verger qui se met en place, et ça nous permet d'avoir une deuxième utilisation de l'eau afin d'arroser le pommier, etc., ce qui nous nourrit. Donc l'idée, c'est on mange la pomme, on va aux toilettes, et puis on réarrose le pommier. Donc, au niveau économique, après, vous avez des opportunités. Là, j'ai repris un petit peu le schéma du tourisme durable.
vous avez aujourd'hui les métiers qui changent. C'est-à-dire que les structures régions, État accompagnent également de nouveaux métiers. C'est-à-dire que vous donnez des pistes autour de ça, autour du développement durable, développement social, économique. Et vous allez pouvoir également vous trouver différents métiers dans ces ronds-là qui seront en général subventionnés. Il va falloir changer le modèle de vision de l'économie et du travail. Donc, je parlais d'opportunités et de créativité. Si vous regardez aujourd'hui, nous, en campagne, ce qui se développe beaucoup, les agriculteurs, par exemple, se mettent tous autour des gares afin de faire les paniers quand les gens des villes reviennent chez eux. Il y a toute une économie qui s'est mise en place autour de ça, où vous pouvez aller faire vos courses directement en sortant des gares. Et donc là, vous avez le schéma de ce qu'on appelle la théorie du donut, c'est-à-dire comment est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer l'économie pour qu'elle soit durable. Donc là, à l'intérieur, vous avez tout ce qui est les insuffisances, c'est-à-dire les communs. De quoi a-t-on besoin aujourd'hui réellement pour avoir une société soutenable? La zone en jaune, c'est la zone d'intervention, où est-ce que l'on peut développer son économie. Et là, dès qu'on dépasse tout ça, vous êtes en perte de biodiversité, pollution de l'air, etc. C'est-à-dire on arrive aujourd'hui à modéliser des structures où l'on peut fonctionner. C'est important parce que demain, c'est notre économie qui est en jeu. Et si vous allez sur des systèmes qui polluent l'air, qui amènent des changements sociaux, ça met en péril votre activité elle-même. Voilà. Merci. Donc, on va pouvoir passer aux questions. Est-ce que dans la salle, vous avez des questions? Dans le chat, il y en a? Okay. Ben, moi, j'en avais quelques-unes. Est-ce que vous pourriez me dire pourquoi la technique ne peut pas suffire pour répondre à l'urgence climatique? Je commence. La technique repose sur des matériaux et sur l'exploitation de ressources énergétiques et notamment de ressources fossiles qui ne sont pas en quantité illimitée sur notre planète. Vous savez tous, on vit sur une planète qui est finie. Les ressources qui sont sur notre planète ne sont pas toutes renouvelables, et notamment les ressources fossiles qui ont mis des millions d'années à se former. Donc, développer massivement les technologies, ça veut dire utiliser ces ressources, avoir un impact environnemental, que ce soit sur l'émission de gaz à effet de serre ou sur la consommation d'eau, sur la consommation de métaux. Et puis surtout, ça ne remet pas en question nos modes de vie. On a un mythe de la technologie comme étant salvatrice, qui est extrêmement fort dans la culture de la société dans laquelle on vit, et qui est une chimère en fait pour répondre à l'urgence climatique et environnementale. La technique ne va pas nous sauver parce qu'on aura de toute façon pas assez de matériaux pour développer très massivement les voitures électriques, développer très massivement les éoliennes en millions et en millions d'exemplaires. À un moment donné, ça passera forcément par des changements de société et des modifications de comportements individuels et collectifs. Donc ça, c'est une chose. Et puis la deuxième chose, si je reviens un peu sur la question énergétique, il y a ce qu'on appelle l'effet rebond. C'est-à-dire que quand vous améliorez une technique, une technologie, pour qu'elle soit moins consommatrice, souvent derrière, vous avez un comportement humain vis-à-vis de cette technologie qui va faire augmenter les consommations. Je prends l'exemple de la voiture. Les moteurs des voitures à l'heure actuelle sont beaucoup plus performants que les moteurs de voitures d'il y a 40-50 ans. Ça consomme beaucoup moins de pétrole. Pourtant, les émissions de gaz à effet de serre du secteur de l'automobile ne baissent pas parce qu'on a des voitures qui sont de plus en plus grosses, de plus en plus lourdes. Les gens prennent plus leur voiture, vont plus loin. Et donc, on a finalement ce comportement qui vient totalement rendre inefficaces les améliorations techniques.
Donc, pour moi, la clé, c'est vraiment celle du changement de comportement, les modifications sociétales et pas uniquement la question technologique, technique. Je suis d'accord avec Barbara encore une fois. Et c'est vraiment l'inventivité qui va nous sauver plus que la technique, même si la technique fait partie de l'inventivité. J'en reviens sur Capcabane, par exemple, sur les activités que l'on propose. Au lieu de proposer des activités quad, ou même si on va vers des quads électriques ou des quads qui consomment moins, on devra utiliser beaucoup d'énergie pour les produire. L'idée, c'est vraiment faire ce pas de côté, se demander qu'est-ce qu'on peut proposer et qui amène autant de satisfaction. Donc là, nous, sur les activités, on a choisi en plus d'y mixer des activités apprenantes. Donc le lundi, avec les enfants, on va chez le boulanger. On a passé un accord avec le boulanger. Ils réapprennent à faire le pain. Le jeudi, avec la ferme qui nous fournit en légumes, les filles forment les enfants ou les font travailler, entre guillemets, sur tout ce qui est permaculture. On met en place le mercredi soir une balade de nuit dans la forêt sans lumière. Se balader dans la forêt sans lumière, ça met une demi-heure pour faire 1 kilomètre. On va beaucoup plus doucement. On se met à marcher avec ses pieds, à sentir le sol. On se rend compte qu'on se met à voir vraiment dans la nuit et à voir les vers luisants, à entendre le bruit de la forêt. Ce que je veux dire par là, c'est l'inventivité de ces activités qui me permet, moi, de faire perdurer mon activité professionnelle. Plutôt que de chercher un quad électrique, essayons de faire vraiment ce pas de côté pour voir la société avec un angle un petit peu différent. Merci beaucoup. On a une question dans le chat. Comment peut-on réduire notre empreinte carbone ? Alors, il y a plein de moyens de réduire son empreinte carbone. Donc, à l'échelle individuelle, hein, le plus grand levier, c'est celui du régime alimentaire. Donc, réduire la consommation de viande qui est extrêmement impactante sur notre empreinte carbone. Et le deuxième levier, alors qui ne concerne pas forcément tout le monde, mais qui peut-être vous concerne en tant que jeune étudiant, c'est la question des transports et la question de l'utilisation de l'avion. Là aussi, l'avion, c'est vraiment énorme. Vous avez vu les chiffres tout à l'heure. C'est l'équivalent d'un Paris-New York. Hein, c'est 3 tonnes de CO2. Quand vous savez qu'il faut qu'on passe de 10 tonnes à 2 tonnes par an, un voyage Paris-New York, ça vous ferait l'équivalent de votre consommation, enfin de votre émission annuelle de CO2. Donc voilà, il y aura des choix à faire dans ce qu'on choisit de privilégier. Il y a également le poids du numérique, mais ça, on est un peu obligé maintenant et un peu contraint de tous avoir des portables, des ordinateurs, si on veut continuer à vivre en société. Mais oui, les deux gros leviers sont ceux-là, ceux de l'alimentation et des déplacements, et notamment l'usage de l'avion. Tout est bon pour baisser l'empreinte carbone. Un PC portable représente plus d'1 tiers de l'autorisation d'émissions de CO2 que l'on a. Les vêtements, si on raisonne à eau, je n'ai pas les chiffres en CO2, un jean coûte 20 000 litres d'eau pour le produire. 1 kilo de viande, 1 kilo de bœuf, c'est 15 000 litres d'eau. Aujourd'hui, dans la société dans laquelle on est, tout réduire d'un facteur 5, c'est quasi impossible. Il faut vraiment se déconnecter et faire ce pas de côté, changer de vision. C'est pour ça que moi j'aime bien cette idée du verre d'essence ou des 100 watts pour les 4000 mètres. C'est se demander comment est-ce qu'on peut continuer, mais vraiment changer, pas simplement baisser. Parce qu'en baissant, on ne peut plus. Je ne pourrais pas être là parce que je suis venu en voiture, Barbara non plus. Tout est à changer, en fait, tout est à modifier. Ça veut dire qu'il faut vraiment voir en local beaucoup plus pour les émissions de transport, le régime alimentaire, les systèmes de chauffage. Voilà, notre vie au quotidien, en fait, est impactée par tout ça. Après, comment, il n'y a pas de recette miracle. Oui, puis ce qui est important, c'est vraiment de le penser à l'échelle de la société et pas uniquement à l'échelle individuelle. On est tous des individus qui vivons dans des sociétés, qui avons accès à certains moyens de déplacement, certains commerces. Et c'est tout ce cadre-là aussi qui va influencer la façon dont nous, en tant qu'individus, on peut réduire notre émission de gaz à effet de serre. Donc, c'est extrêmement important de penser aussi cette dimension collective,
de la façon dont nos villes sont aménagées, de la façon dont notre système économique fonctionne, de la façon aussi dont l'organisation du travail va nous imposer un certain rythme et certaines contraintes pour qu'on arrive collectivement à réduire ces émissions de gaz à effet de serre, parce que l'individu tout seul ne peut pas tout, et il faut aussi que les collectivités publiques et les entreprises prennent leur part dans la baisse de ces émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, par exemple, le marketing nous pousse à renouveler nos jeans tous les ans ou tous les 2 ans. Tout ce qui est publicité, tout ce qui est mode, nous pousse vraiment à renouveler. Et ce n'est pas pour ça que c'est la fin du marketing et de la publicité. Aujourd'hui, tout à l'heure, quand on parlait du système de l'escalator, des pieds, pardon, il y a tout ce qui est nudge marketing aujourd'hui, c'est-à-dire comment mettre son intelligence au profit justement de choses un petit peu différentes, d'amener un côté sexy à une forme de décroissance entre guillemets. Voilà, c'est pas le retour à la bougie, et la créativité permettra justement petit à petit d'inventer autre chose. Très bien, merci. Et est-ce que vous pensez par conséquent que la sobriété, elle est acceptable par nos sociétés ? C'est tout l'enjeu de la construire collectivement. On a assez peu de temps devant nous pour faire dévier la trajectoire climatique qu'on est en train de prendre. La sobriété va s'imposer à nous à un moment, parce que le prix des ressources fossiles ne va pas arrêter d'augmenter. On va avoir des catastrophes naturelles de plus en plus récurrentes. On va avoir très certainement un certain nombre d'acteurs du secteur financier et des assurances qui vont se désengager aussi de la protection de certaines populations qui vont être situés à proximité du bord de mer, avec l'élévation du niveau de la mer et des phénomènes météorologiques violents récurrents, type inondations ou tempêtes de grêle qui vont détruire les productions alimentaires. Ça va coûter très très cher. Donc la sobriété va s'imposer à un moment. Là, l'enjeu avec nous, le message de sobriété qu'on porte à Virage Énergie, c'est de se dire que voilà, on a une dizaine d'années devant nous pour faire changer la trajectoire, et que cette sobriété, il faut justement qu'on la construise de manière démocratique pour qu'elle soit acceptable et acceptée. Sinon, on risque de connaître de forts soubresauts. Je pense notamment de violence ou de gens qui n'accepteront pas ce nouveau système. Donc, c'est pour ça qu'il faut la construire collectivement, et aussi la présenter comme un moyen de rééquilibrer les consommations énergétiques au profit des plus pauvres, qui à l'heure actuelle sont déjà sobres, et que l'effort doit vraiment être porté sur les plus riches. Et les plus riches, ce n'est pas uniquement les 1% de plus riches, les milliardaires dans leur jet privé et sur leur yacht. Les plus riches en France et même dans le monde, c'est nous, c'est la classe moyenne. Donc, il y a aussi cet effort d'accompagnement à faire et convaincre aussi les gens qu'en fait, on n'a pas le choix. Et du coup, c'est important qu'on décide collectivement de notre avenir et de ce qu'on veut faire de nos sociétés qui vont être très fortement secouées par la crise climatique. Oui, la sobriété, c'est pas moins. Aujourd'hui, une personne seule qui gagne un SMIC consomme autant que Louis XIV à l'époque, qui lui était celui qui consommait le plus. Quand on regarde un petit peu l'histoire, on se dit waouh, quel train de vie il avait. Non, c'est le train de vie en termes d'émissions d'énergie, c'est la même chose que quelqu'un qui vit au SMIC aujourd'hui, donc difficilement. La sobriété, c'est encore une fois changer ce modèle et se retrouver à soi et à son environnement dans autre chose. Après Capcabane, on a créé une école alternative également. Puis là, on a ouvert un tiers-lieu, un collège. On a créé toute une équipe d'une trentaine de personnes, de trentaine d'adultes, donc les parents qui sont venus à cette école. Samedi, j'ai un chantier participatif avec eux. Quand j'ai des difficultés sur Capcabane pour X ou Y, j'ai toujours des personnes qui viennent m'aider. Donc, on a réussi à mettre en place des réseaux d'entraide. Et samedi, on a ce chantier participatif. On a tous cédé pour la création de cette école et de son financement. Mais derrière, on va avoir un repas, on va avoir un moment de convivialité. Donc, on aura plus de convivialité, on va être plus ensemble. On a beaucoup plus, quelque part, d'amis, entre guillemets, c'est-à-dire de personnes avec qui on peut côtoyer. Que dans une société qui consomme énormément, mais qui est individualiste. En termes il y a 30 ans de ça, si on voulait boire un expresso, il fallait aller au bar du coin. Aujourd'hui, on a tous une machine expresso chez soi, quasiment tous.
ça peut paraître plus pratique d'avoir son expresso quand on veut, il revient un petit peu moins cher, mais on a perdu toute la sociabilité qu'il pouvait y avoir à aller prendre un café au bar du coin. Voilà, c'est ce schéma qu'il faut réinventer plutôt que de se dire, bon, mais on arrête les machines expresso. Non, ou oui, pourquoi pas, mais c'est vraiment changer son mode de fonctionnement au quotidien. Très bien, merci beaucoup. Pardon. Donc, je remercie les étudiants qui sont venus pour cette conférence et je remercie les deux intervenants de vous être déplacés. Et cette conférence sera disponible en replay sur le YouTube de TBS. Et donc, c'est bon pour vous. Merci beaucoup.